manquait son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir. Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique. La communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut national du service public le lancement de Sophia. Immersif, tourné vers une administration de terrain, Sophia, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. Sophia, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État. Quelqu'un qui aujourd'hui télétravaille depuis la Thaïlande pour un employeur français, où je le fiscalise. Lutte contre la fraude fiscale, fin de la taxe d'habitation, prélèvement à la source, taxe carbone. L'impôt est au centre des débats politiques et administratifs, mais également au cœur des préoccupations des citoyens et des entreprises de toute taille. Au milieu de cet océan d'interrogations se tient un paquebot, la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Avec son réseau de plus de 100 000 agents, maillant le territoire, cette direction née d'une fusion entre la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique est une administration incontournable qui incarne peut-être, plus que toutes les autres, la relation ambivalente qu'entretiennent les Français avec l'État. En effet, l'exigence des citoyens en matière de services publics est forte. Cela impose de s'appuyer sur des financements. Or, personne ne veut voir sa feuille d'impôt alourdie. Notre invité aujourd'hui est le chef de l'administration fiscale, le directeur général des finances publiques, cette administration qui, chaque année, collecte des dizaines d'impôts et taxes différents qui viennent financer les politiques publiques. Bonjour Jérôme Fournel. Bonjour. Alors pour commencer cet entretien, Jérôme Fournel, et pour bien exposer le diagnostic, qu'est-ce qu'un bon impôt? Comment on le collecte efficacement? Est-ce qu'il y a trop d'impôts en France? La première chose peut-être, c'est de vous demander, à vous, auquel chaque année 40 millions de Français vous disent au mois de mai combien elles gagnent, et dont l'administration est chargée de prélever ces dizaines d'impôts, qui vous êtes? Peut-on vous demander de vous présenter? Comment on arrive à la tête de la DGFiP? Est-ce que c'est une vocation de prélever l'impôt? Non, on n'est pas directeur général des finances publiques. On le devient en parcourant un parcours de haut fonctionnaire, à la fois à Bercy, mais à l'étranger aussi. J'ai travaillé au Fonds monétaire international, dans des cabinets ministériels, et puis à plusieurs reprises diriger des équipes, parce qu'au fond, être patron d'une grande administration, c'est diriger des équipes, essayer de construire quelque chose avec elles, et c'est ça qui, au fond, compte, et qui fait qu'à la fin, vous arrivez ou pas à délivrer un service public. Mais il faut, c'est vrai, avoir un peu le service public chevillé au corps, ce qui est le cas depuis, à vrai dire, assez longtemps. Dans ce podcast, on essaie de bien identifier la singularité de l'administration, ce qu'est le métier des personnes qui la dirigent comme vous. Et à chaque fois, parce que ce sont des questions qu'on pose aux fonctionnaires, il y a la question de la relation avec le pouvoir politique. Et cette question, elle se pose aussi en matière fiscale. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut la caractériser pour éviter qu'elle soit fantasmée ? La relation au pouvoir politique, c'est à la fois une relation, quand on est directeur général d'une grande administration, c'est à la fois nécessairement une relation de confiance, parce qu'on est effectivement en permanence appelé à échanger avec des responsables politiques, et en même temps, ça doit être une relation de franchise. C'est-à-dire qu'il faut qu'un directeur général il puisse dire « ça, c'est pas possible ». Et c'est pas possible, soit parce qu'à la fin, le service il sera mal rendu, soit parce que c'est pas possible parce que la loi et le règlement l'interdisent. Je peux pas croiser telle donnée avec telle donnée, je peux pas donner à n'importe qui tel type de données, il faut que les gens aient à en connaître, etc. Et donc,
faut qu'il y ait ce double élément de confiance sur le fait que, au fond, la personne qui dirige l'administration, elle est là pour mettre en œuvre des politiques décidées par le gouvernement, parce que à la fin, c'est bien le politique, c'est bien l'Assemblée nationale qui vote un texte de loi. En matière fiscale, c'est souvent des textes législatifs. Et donc, il faut, derrière, je dirais que le politique ait le sentiment qu'il va y avoir une administration qui va y aller, qui va foncer, qui va faire ce qu'elle doit faire pour faire en sorte que ça se mette en place, et en même temps, qu'il soit capable de lui dire, ben là, non, ça marche pas, c'est pas possible. Voilà. Et puis, par ailleurs, une administration qui soit force de proposition. Et ça, c'est, d'une certaine manière, je dirais, un travail permanent de proposer des choses aux politiques qui reprend ou qui reprend pas. C'est à lui de le décider, sachant que dans une grande administration comme la DGFiP, il y a une marge de décision et d'autonomie sur plein de sujets qui est énorme, y compris sur des sujets de relations à l'usager, d'explication, de transparence, etc., qui ne passent pas nécessairement par l'intermédiaire politique. Il y a eu donc une expertise à la DGFiP, et dès lors, je demande au DGFiP, qu'est-ce qu'un bon impôt ? Alors, depuis très 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 longtemps, il y a un invariant en fiscalité, un très bon impôt, c'est un impôt avec une assiette très large et un taux très bas. Et ça, c'est une vérité objectivement qui demeure. Après, vous avez raison, depuis l'impôt existe depuis très 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 longtemps, c'est un des plus vieux métiers du monde, si je puis dire, depuis qu'il y a des sociétés ou des constructions sociales, que d'avoir une partie de la richesse produite qui soit mise, au fond, au service du bien commun pour financer des biens communs. C'est le principe même de fiscalité. Ça existait au Moyen-Âge, ça existait dans l'Antiquité, ça existait à peu près dans tous les pays et tous les univers et à toutes les époques. Mais on est effectivement passé au cours du temps de logiques qui étaient des logiques, au fond, de rendement financé, qui existent toujours, et en France on en sait quelque chose avec des taux de prélèvement obligatoires qui sont autour de 45% aujourd'hui, pas très loin. Donc, et puis des logiques progressivement qui ont été à la fois, notamment au XXe siècle, de redistribution, qui sont extrêmement importants, et notre impôt sur le revenu avec sa progressivité en est un exemple, bien entendu. Et puis des logiques d'incitation qui sont aujourd'hui ce qu'on voit arriver, notamment depuis quelques années, notamment en matière de fiscalité environnementale, pour essayer de modifier les comportements. Mais il n'y a pas que l'environnement qui ont été l'objet d'expériences de fiscalité environnementale. Il y a des taxes comportementales depuis très longtemps pour essayer de dissuader les gens de manger trop de sucreries, par exemple. Ou, voilà, donc je dirais il y a tout ça, et c'est effectivement ces évolutions-là. Il y a effectivement un élément majeur, et d'une certaine manière, que ce soit de la redistribution du rendement ou de l'incitation, la fiscalité appelle à un certain niveau de consentement. Et donc, je dirais, un bon impôt, c'est aussi un impôt qui est accepté par la population, qui est vu comme, d'une certaine manière, légitime sur le plan social ou sociétal. Alors justement, pour terminer de poser le paysage, vous l'avez dit, une centaine d'impôts et de taxes. Est-ce qu'on peut faire rapidement un panorama global? Notre pays se caractérise dans les comparaisons internationales par un taux de prélèvement obligatoire élevé. Quels sont les principaux impôts? Quels sont ceux qui rapportent le plus? Et question stratégique, sur qui pèse-t-il? Alors, le panorama, il est assez simple. On a, au fond, une fiscalité indirecte autour de la TVA, qui est l'impôt qui rapporte le plus. Je sors la partie très française aussi, mais des contributions sociales, ouais. Qui viennent financer en particulier la protection sociale et différentes branches, même si aujourd'hui, en réalité, il y a un peu un mix, parce que même la TVA, il y en a une partie qui est affectée à la sécurité sociale, une partie aux collectivités. Donc en réalité, je dirais l'affectation d'un impôt à tel ou tel récipiendaire a beaucoup diminué. On est aujourd'hui dans des zones de recouvrement de quelle fiscalité va à qui. Mais si je reste hors contribution sociale, globalement, on a effectivement la TVA qui est le gros impôt, et tous les autres impôts indirects qui représentent quand même des montants assez importants, que ce soit la TICPE, la TICFE, sur l'électricité, etc. Donc je dirais cette partie-là qui est très significative.
Et puis, et ça, c'est des impôts, au fond, qui, que ce soit d'ailleurs des assises en fonction des volumes ou des impôts sur la valeur comme la TVA, c'est des impôts qui pèsent à la fin sur le consommateur. Il ne faut pas se tromper. Ils pèsent à la fin sur le consommateur. C'est lui, à la fin, qui paye le prix final. Et d'une certaine manière, la cascade, même si la TVA est un impôt français et très intelligent dans son mécanisme de fonctionnement. Et puis, on a, au fond, les deux autres gros paquets qui sont l'impôt sur les sociétés, qui a une forte volatilité, qui est, d'une certaine manière, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, et puis l'impôt sur le revenu, d'une certaine manière le plus connu des Français, même si c'est pas le plus gros, le plus connu des Français, parce que effectivement c'est celui qui suscite une déclaration de revenus au printemps. Puis il y a plein d'autres impôts. Il y a des impôts dits de production qui ont fait l'actualité ces derniers temps et qui cherchent à être réduits, parce que au fond les impôts de production, c'est des impôts qui sont sur les entreprises, mais sur l'amont du compte de résultat de l'entreprise. Et donc, d'une certaine manière, quelle que soit la santé financière de l'entreprise, c'est des impôts qui sont dus parce qu'ils sont attachés à l'investissement, de l'immobilier, fonction ou de la valeur ajoutée, mais plus amont dans l'entreprise. Et donc, ces impôts-là, de fait, ils ont été réduits au cours des dernières années. Puis il y a effectivement d'autres impôts qui pèsent, y compris sur le citoyen. La taxe d'habitation qui vient d'être supprimée sur les résidences principales. 2023 est la première année où il n'y aura pas de taxe d'habitation sur les résidences principales. Les taxes foncières qui pèsent sur les entreprises, mais qui pèsent aussi sur les particuliers. Voilà, grosso modo, un paysage avec quand même de très grosses briques à plusieurs dizaines de milliards d'euros si on prend ceux que j'ai cités. Quand on vous pose la question sur qui pèse-t-il, on a en tête l'idée qu'au fond, la majorité peut-être des Français ont l'impression que l'impôt repose sur leurs épaules, dans la mesure où les personnes les plus défavorisées en seraient exonérées, dans la mesure aussi peut-être où les plus riches auraient les moyens de l'éviter. Alors, est-ce que c'est vrai que l'impôt repose d'abord sur les classes moyennes ? Alors, en masse, c'est vrai. Dans la distribution de revenus, comme c'est taux progressif, ça pèse sur les classes moyennes et moyennes supérieures, mécaniquement. Et ça, c'est une réalité. Il y a moins de 50% de la population française qui paye l'impôt sur le revenu. Mais je dirais, il faut faire attention, et ces sujets d'impôt sont toujours un peu piégeux, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'en réalité, à côté de l'impôt sur le revenu, il y a un autre prélèvement sur les revenus qui est la CSG, et qui est très très large, et pour le coup, que tout le monde paye. Et encore une fois, je le disais, la réalité, c'est que les Français, ils payent de la TVA, ils payent plein d'autres impôts, d'une certaine manière, peut-être moins visibles, parce que ne faisant pas l'objet d'une déclaration qu'on remet à la Direction générale des finances publiques, mais qui n'en sont pas moins des impôts qui, même en masse, sont plus importants. Donc, après, si on se concentre sur l'impôt sur le revenu, qui d'une certaine manière, effectivement, et on le voit bien, c'est souvent celui qui, au fond, cristallise le sujet du consentement. Parce qu'il y a justement un acte, je dirais, positif de déclaration. Et donc, il cristallise le sujet du consentement, même s'il est une toute petite part, en réalité, des impôts globaux. Il y a bien sûr, dans, je dis, moins de 50% des Français qui payent cet impôt-là. Et par ailleurs, parce qu'on a des dispositifs d'incitation assez puissants, on a des centaines d'impôts, mais on a des centaines de niches. De l'autre côté, on a des mécanismes qui sont d'incitation aux dons, à financer de la rénovation de bâtiments, y compris patrimoniaux, avec du Malraux, etc. Et donc, mécaniquement, je dirais, les gens qui ont les moyens, ils ont aussi les moyens d'investir là-dedans. Donc, on a, et les études le montrent, effectivement, dans la distribution de revenus, quand vous êtes tout en haut, vous avez un niveau de fiscalisation qui est plus bas que, grosso modo, les niveaux juste après. Mais ça joue quand même sur vraiment le bout de la distribution. Les bases de la discussion sont désormais posées, et parce qu'on s'intéresse ici dans SOFIA aux grandes transitions, abordons le rôle de la DGFiP face aux grandes évolutions sociales, économiques et technologiques.
et c'est plus spécifiquement le thème de la réforme de notre modèle fiscal qui s'impose comme un marronnier, avec l'idée que l'impôt ne serait plus adapté à une économie mondialisée, à un monde en proie au changement climatique, aux évolutions de la famille, etc. Mais en même temps, les règles fiscales semblent changer tous les ans ou presque. Quel est votre rôle dans ce processus ? Et la réforme fiscale, c'est un vœu pieux ou une révolution permanente ? Alors, c'est d'une certaine manière, comme on est sur une activité qui est très en lien avec les autres activités humaines, que ce soit des activités de production, de consommation ou autres, c'est pas illogique que l'impôt, il bouge. Quand vous regardez historiquement la création de l'impôt, il s'est d'abord fait sur notamment des impôts type matière. On taxait le sel quand on traversait le Sahara à dos de chameau au Moyen-Âge, parce que d'une certaine manière, c'était là où était la valeur et c'était plus simple. Il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas de déclaration de revenus, donc vous faisiez à partir de ce que vous aviez. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est clair qu'on a, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'aujourd'hui on a une évolution majeure qui est en train de se produire autour de la fiscalité internationale. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, je dirais la mondialisation des entreprises a rendu complexe, et je suis bien placé pour le savoir, pour avoir beaucoup de discussions, y compris avec des entreprises sur ces sujets-là, a rendu complexe la localisation exacte de la valeur. Et je dirais même, on peut dire, il cherche à frauder, il cherche à faire en sorte qu'il y ait à échapper le plus possible aux taux élevés d'imposition en localisant de la valeur là où il y a des taux d'imposition les plus faibles. Oui, ils optimisent, bien entendu. Mais je dirais, même au-delà de la logique d'optimisation, savoir exactement où est produite la valeur et comment elle est répartie entre le brevet ou la licence, le pays dans lequel il y a un centre de recherche, le pays dans lequel il y a un hub marketing, le pays dans lequel il y a des clients usagers qui vont se connecter derrière un écran, etc. Objectivement, c'est juste pas simple du tout. Et donc, ce que fait aujourd'hui l'accord de l'OCDE, c'est de dire je fixe des règles au niveau international sur la manière dont je gère la fiscalité. Et ça, par rapport à ce qu'on faisait, c'est-à-dire au fond la fiscalité très nationale, même s'il pouvait y avoir une directive européenne sur la TVA ou etc., en tout cas dans un cadre européen, et encore ça fixait des bornes, mais derrière la gestion était très nationale, on change d'époque et on est en train de passer à de la gestion internationale. La même chose probablement, et quand on veut administrer ça sur des multinationales, ça veut dire de créer tout un système de gestion au niveau international de cette fiscalité-là, avec des systèmes de reporting dans tous les pays qui vont s'échanger, etc. Ça va être de la déclaration de revenus pour les entreprises, mais je dirais échanger à un niveau international. Votre administration, pour le compte de la France, participe à ces négociations internationales. L'accord, c'est 2021 ? Alors, la France participe pleinement à ça. Au sein de la DGFiP, la direction de la législation fiscale est partie prenante de ces négociations depuis très longtemps maintenant. Là, on a maintenant une directive européenne. Donc, je dirais, on a les briques, on a à la fois l'accord international OCDE qui a été fait. Qui s'entend sur un taux d'imposition Alors, qui s'entend, c'est sur le pilier 2, qui dit il doit y avoir un minimum de fiscalisation de 15% des bénéfices, qui est un taux, un taux effectif, mais vous imaginez derrière, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire, parce que dans un pays, ça veut dire quelque chose. Est-ce que j'inclus les crédits d'impôt, est-ce que je les sors, etc., qui est la base. Donc il faut reprendre au fond et redresser. D'ailleurs, on l'a fait, non pas en partant des concepts, par exemple de résultats fiscaux tels qu'on le connaît en France dans une déclaration fiscale pour une entreprise, mais des normes IFRS sur les entreprises pour avoir un cadre normalisé de fonctionnement au niveau international. Mais ce que je dis au niveau des entreprises, ça existe potentiellement aussi au niveau des particuliers. On a vu avec le télétravail, quelqu'un qui aujourd'hui télétravaille depuis la Thaïlande pour un employeur français, où je le fiscalise.
Ouais. Et donc, ces questions-là, elles sont appelées à se développer, et mécaniquement, je dirais, elles vont entraîner des modifications de la manière de concevoir et de pratiquer, de mettre en œuvre la fiscalité. Ce que ça m'évoque tout de suite, c'est la notion de justice fiscale, une notion qu'on a forgée un peu dans les frontières des États-nations, et qui aujourd'hui, avec les éléments que vous évoquez, me fait penser qu'on a peut-être besoin d'une justice fiscale internationale, et sans gouvernance internationale, est-ce que c'est pas un vœu pieux quand même ? Alors, oui et non, parce qu'on a quand même beaucoup d'accords, si je puis dire, entre pays. D'abord, il y a des conventions fiscales, bilatérales ou internationales qui permettent de réguler une partie. Aujourd'hui, par exemple, prenons une entreprise qui vient me voir, qui me dit « Moi, j'aimerais sécuriser ma politique de prix de transfert, c'est-à-dire quelle est la valeur produite en France que je vais rapatrier dans ma maison mère ou dans une filiale intermédiaire. » Donc, je peux discuter avec elle, mais à la fin, il faut que je me mette aussi d'accord avec l'autre État dans lequel elle est implantée. Pour éviter la double imposition. Exactement, et pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec la politique de prix de transfert. Il y a un côté jeu à somme nulle. Donc, si moi je prends une plus grosse part du gâteau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de prendre une moins grosse part du gâteau à un endroit. Et donc, on a ces discussions. Et on discute avec nos amis irlandais, avec nos amis américains. On a même des projets où on est en multilatéral à 5 ou 6 pays pour sécuriser une politique de prix de transfert. Voilà. Là aussi, c'est des choses qui existent depuis un certain temps, mais qui sont en train de croître en volume et en mode de fonctionnement. Alors, c'est pas encore la grande administration fiscale internationale, le FMI de la fiscalité, non. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui, objectivement, change quand même un peu la donne sur la façon dont nous, on pratique la fiscalité, et qui est un élément d'équilibre aussi, justement, par rapport au sujet de justice fiscale. C'est qu'à la fin, tous les acteurs, il faut qu'il y ait, d'une certaine manière, une certaine rationalité économique, parce que vous pouvez dire, bah, moi je veux prendre un gros tiers, j'augmente complètement la part que je prélève dans le cadre de la politique de taxation de l'entreprise. Si ça n'a juste aucune base économique, vous n'allez pas pouvoir le faire. Après, il y a des sujets sur lesquels c'est plus difficile, y compris, par exemple, sur les sujets de recouvrement à l'international, où il y a des accords et de l'assistance au recouvrement pour aller chercher l'impôt une fois qu'il est dû, y compris transfrontière. Mais parfois ça fonctionne moins bien. Vous bien visualisez que depuis maintenant une quinzaine d'années, les mouvements, la plaque tectonique a vraiment bougé, parce que tous les sujets d'échange d'informations, d'échange de données sur des comptes bancaires, vous pouvez aller, y compris en Thaïlande, Thaïlande va me donner des informations sur les comptes bancaires que vous avez ouverts là-bas. Et donc, mécaniquement, je dirais, c'est en train de se consolider. Comme dans toute phase de transition, c'est encore un peu granuleux, c'est pas encore complètement calé. Mais je dirais, on voit bien que le mouvement, il est totalement engagé là-dessus. On l'a évoqué, on a parlé de fiscalité comportementale, on va parler peut-être plus précisément de fiscalité environnementale, notamment parce que vous avez, mis en lumière l'une des caractéristiques d'un bon impôt du point de vue de la DGFiP, une assiette large, un taux bas, des éléments qui peuvent entrer en contradiction avec les objectifs qu'on donne à un impôt qui a vocation à changer les comportements et à agir efficacement en faveur du climat, en faveur peut-être demain de la qualité de l'air, etc. Est-ce que la fiscalité environnementale est la solution aux défis écologiques ? La solution, probablement pas, parce que je ne crois pas à une mono-solution vu l'ampleur des défis qu'on a. Mais peut-être deux choses. La première, je vais faire un détour, c'est qu'une administration de 100 000 agents, par essence, elle a ses propres enjeux environnementaux. Je suis producteur de services.
j'ai un réseau sur l'ensemble du territoire français avec même des gens qui sont à l'étranger. J'ai des gens qui prennent l'avion pour aller, y compris parce que j'ai des services outre-mer, ou parce que, etc. Et donc, la question de comment moi, en tant que producteur de services publics, je contribue aux objectifs environnementaux est déjà un sujet. Il faut jamais oublier cette dimension-là, parce que elle n'est pas simplement dans les outils qu'on utilise, elle est aussi dans la manière dont on produit les services. Et c'est vrai sur de l'immobilier public, c'est vrai sur plein de choses. Et on a un plan de transition à la DGFiP pour justement faire en sorte d'essayer de coller aux objectifs. Quand on a fait de la dématérialisation ces dernières années, j'ai économisé 14 tours Eiffel de papier. Ça dit quelque chose des capacités qu'on a, et j'ai encore plein de tours Eiffel de papier à économiser si je veux aller plus loin. Mais après, j'ai des sujets de consommation d'énergie dans mes centres, dans mes data centers, etc. Donc, je dirais, comme toute fonction de production, je suis au fond dans les mêmes, et c'est extrêmement important de visualiser ça, dans les mêmes conditions que n'importe quelle entreprise, opérateur qui doit d'une certaine manière se comporter de façon la plus écologique possible dans sa fonction de production. Et après, j'ai effectivement les outils que je manie, qui sont un peu particuliers, pour orienter les comportements. Quand on est sur des comportements de modification d'incitation, le sujet de faible taux, large base, d'une certaine manière, il ne vaut pas. Et les expériences qu'il y a eu, y compris d'ailleurs sur des produits très polluants dans d'autres pays, par exemple en Suède, à un moment donné, ils avaient mis des taux, c'était pas sur carbone, mais sur des produits extrêmement polluants, ils avaient mis des taux, mais juste considérables. C'était plusieurs centaines de %, juste pour donner un signal qui était extrêmement violent, de dire « arrêtez ». Voilà. Et ça a bien fonctionné, parce que quand vous montez le prix à un certain niveau, ça fonctionne bien. On connaît d'ailleurs ça sur la fiscalité du tabac, depuis très longtemps, pour inciter les gens à diminuer leur consommation de tabac. On a monté à la fois les prix et la fiscalité pour décourager, et ça a des effets. Ça a des effets réels. Là, on n'a pas un paradoxe, excusez-moi, parce que la fiscalité environnementale, elle vise à corriger des comportements, mais un des rôles de l'impôt, c'est quand même d'être rentable. Donc, très concrètement, si la fiscalité environnementale est vraiment couronnée de succès, et que, par exemple, la consommation d'énergie fossile disparaît en France, comment on compense la perte de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui a un rendement de 30 milliards. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas donner un rôle de rendement à une fiscalité qui a vocation, d'une certaine manière, à ne durer qu'un temps. D'accord. Mais il y a deux limites à ça. La première, c'est qu'un objectif d'incitation chasse l'autre. Donc, il y a un moment, c'est celui-là, puis il y en aura un autre, et puis etc. Et donc, d'une certaine manière, ça procure, ça procure toujours un certain rendement. Deux, c'est que quand même, notre appareil fiscal français, le rendement principal, il n'est pas construit là-dessus. Bien sûr, la TICPE est importante, bien sûr, voilà. Mais il n'est pas construit là-dessus. Et de même, si on remplace des produits pétroliers par de l'électricité, en espérant qu'elle soit produite de façon décarbonée, j'aurai plus de TICFE. Donc, je dirais, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas assigner un objectif de rendement pur à de la fiscalité incitative, sinon effectivement c'est une contradiction et à un terme pas trop lointain on se plantera. S'il y a des outils fiscaux à des moments qui contribuent à de l'incitation et qui sont raisonnablement dimensionnés, ça peut quand même fonctionner et il y a suffisamment d'objets d'incitation pour que ça fonctionne dans la durée. En même temps, on voit, et c'est une des difficultés, on l'a vu au moment de la taxe carbone très fortement, c'est que c'est pas facile et que c'est logique, on parlait de consentement à l'impôt tout à l'heure, autant au fond, même si les gens préféraient qu'il y ait moins d'impôts, ils se disent, OK, il faut quand même financer la police, l'éducation, voilà, et on est dans un pays où les services publics sont largement gratuits, confondus, ils offrent un niveau de service public juste incroyable, parfois on l'oublie, mais ils sont très présents, beaucoup plus que dans d'autres pays. La question de savoir si la qualité y est peut se poser, mais objectivement, y compris quand on compare parfois à des services privés, on se dit que finalement il y a peut-être un niveau d'exigence sur les services publics qui est plus élevé, mais on n'est pas si mauvais que ça quand même. Mais en revanche,
dès qu'on touche à je veux modifier votre comportement, vous, individu, on voit que les gens ont un niveau d'acceptation qui n'est pas tout à fait le même et qui est plus faible. À la fois parce que justement, on est sur des taux souvent un peu plus forts, et on l'a vu à plusieurs reprises. Dans un passé plus lointain, je m'étais beaucoup occupé du projet dit d'écotaxe poids lourds, qui à la fin a été abandonné. J'en suis personnellement fortement marri, parce que je pense que c'était un projet qui avait beaucoup de sens. À la suite du mouvement des bonnets rouges. Oui, tout à fait. Bon, après, il y a eu des choix politiques qui ont été faits, et qui sont ceux qui ont été faits, mais c'était typiquement quelque chose qui avait du sens en termes de changement. On parlait beaucoup d'intermodalité, on en parle un peu moins aujourd'hui d'ailleurs, mais beaucoup d'intermodalité à l'époque, de report vers des moyens de transport moins consommateurs d'énergie fossile. Et voilà, donc... Mais on voit bien, c'était effectivement un projet ciblé, qui ciblait qu'une catégorie. Et là, pour le coup, les gens ont toujours à ce moment-là un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, pourquoi moi ?» Oui, bien sûr. Et on a eu la même chose sur la taxe carbone. Moi, j'utilise ma voiture pour aller au boulot. Pourquoi moi ? Et c'est ça qui est difficile, d'une certaine manière, dans ces sujets-là. C'est de trouver les moyens de rassurer les gens sur à la fois le fait que c'est juste, c'est transitoire, et qu'éventuellement il y a des retombées bénéfiques. Et que, alors c'est la question qui n'est pas une question simple, parce qu'on voit bien que ça a des inconvénients aussi de flécher les recettes sur des dépenses spécifiques, mais on voit bien aussi que si on veut favoriser l'acceptation d'une partie de ces fiscalités, il faut accepter d'une certaine manière de jouer ces rôles, ces logiques de fléchage, pour que les gens aient le sentiment que leur contribution, certes spécifique et exceptionnelle, est plus forte que celle de leurs voisins, va à des choses qui les aident à s'en sortir. Parce que ça va financer des transports collectifs en grande banlieue, parce que ça va financer des primes aux véhicules décarbonés, etc. Et que donc eux-mêmes, ils en retrouveront d'une certaine manière un bénéfice. C'est toute la difficulté aujourd'hui de ce type de fiscalité. Alors la question qui me vient, elle est purement administrative, mais comment on mesure l'efficacité d'une telle fiscalité et en gros, à partir du moment où c'est plus vraiment le rendement qui est mesuré dans le cadre des indicateurs de performance de la DGFiP, est-ce que le DGFiP est prêt à admettre dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des indicateurs de changement de comportement? Est-ce que c'est... Oui, c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, on les a... C'est pas forcément ce qu'on a, y compris parce que la granularité, parfois, nous oblige à faire des choix, mais c'est tout à fait ça. Il faut, dans ce cas-là, accepter qu'au fond, l'objectif, c'est pas le rendement de la taxe. À la limite, moins le rendement de la taxe est élevé, plus le combat est gagné. Ouais. Donc c'est contre-intuitif presque. Il faut se faire violence, mais on va y arriver. C'est effectivement de se dire, ok, est-ce que j'ai effectivement significativement pesé sur les comportements, et c'est ça l'objectif qui est poursuivi à travers la taxe. Et si à la fin il n'y a plus de cigarettes qui est consommée, si à la fin il n'y a plus de pétrole qui est utilisé, ça veut dire qu'on a gagné le combat, et que ça ne veut pas dire que les sujets de changement climatique et de transition énergétique soient totalement derrière nous, mais en tout cas sur cet objectif-là, ils sont atteints. Vous avez rappelé le rôle de la DGFiP dans l'acceptation de la fiscalité, et dès lors la relation de la DGFiP avec les usagers est identifiée désormais comme un élément central du consentement à l'impôt. Pour autant, l'administration fait face à plusieurs injonctions paradoxales. Efficience contre maillage territorial, individualisation contre simplification, recouvrement maximal contre droit à l'erreur des contribuables. Dans ce contexte, est-il illusoire d'améliorer la relation des Français avec l'administration fiscale ? Je ne crois pas, d'abord parce que je dirais ce que nous disent les Français quand on les interroge via des sondages, et pas que nous, y compris des instituts indépendants, Institut de l'ouvrier et autres, ou nos propres sondages internes, on a des sondages BVA, on a un certain nombre d'indicateurs qu'on suit. Et les Français, quand même, ils nous disent
Vous êtes une administration où, je dirais, on a une relation qui est relativement confiante. Ils nous font relativement confiance. À 82%, ils nous disent qu'ils sont satisfaits du service qu'on fournit. Sur un sujet aussi touchy que la fiscalité, c'est pas si mal. Ça veut dire, je dirais, qu'ils ont le sentiment d'avoir face à eux des interlocuteurs qui sont plutôt dans l'accompagnement, dans le conseil. On a des taux de décroché, par exemple, dans nos centres de contact téléphonique qui sont très élevés. Donc, je dirais, tout ça fait un paysage qui, d'une certaine manière, est plus favorable que celui qu'on pourrait craindre. Il n'en reste pas moins que, vous avez raison, on doit gérer plein de paradoxes. Et on essaye de les gérer de la manière la plus intelligente possible en essayant de croiser 3 choses. La première, c'est qu'on a décidé depuis longtemps, c'était mes prédécesseurs, mais on a continué cette politique, une politique dite multicanale. C'est-à-dire qu'au fond, on considère que nos usagers, pour les atteindre, il faut à la fois être capable d'avoir des outils numériques de bons standards, et le site impôts.gouv.fr en est un, et les gens, grosso modo, il est bien noté, les gens trouvent que c'est relativement simple, malgré la complexité de la fiscalité. Mais ça veut dire aussi que vous le faites évoluer en permanence, comme n'importe quel site, c'est-à-dire que vous travaillez en permanence. Aujourd'hui, on travaille sur on a déjà un site sur portable, mais on va accroître les fonctionnalités là-dessus, etc. Pour faire en sorte que, je dirais, on soit au niveau de standard qu'on retrouve, voire même peut-être un peu mieux, qu'on trouve sur d'autres sites. Et ça fait partie du consentement à l'impôt. Le deuxième, c'est qu'au fond, il y a plein de gens, ils téléphonent. Et on voit que le canal téléphonique, aujourd'hui, il est extrêmement utilisé. Ils téléphonent parfois juste pour se rassurer, parce qu'ils ont déposé, ils ne savent plus s'ils ont touché la date limite. Ça peut être des gens qui utilisent le numérique, mais ils ont besoin à un moment donné d'avoir un élément de confirmation. Un contact humain aussi. Du contact humain, voilà, un élément où ils ne sont pas tout seuls face à la machine. Alors, en réalité, même face à la machine, on les aide. On fait par exemple du co-browse, c'est-à-dire que l'opérateur téléphonique à distance, il peut prendre la main en même temps sur l'écran et donc aider la personne. Voilà. Donc, et puis, on sait aussi qu'il y a une partie de la population qui est quand même en rupture de numérique ou simplement loin. Je veux dire, ils peuvent avoir un téléphone portable et l'utiliser tous les jours, mais loin des administrations, loin de de regarder si c'est le numéro de téléphone unique pour appeler le centre de contact. À la limite, ça leur fait peur d'appeler comme ça, et de se retrouver seul face à un site avec plein de pages qui défilent, même bien faites. Je dirais, ils ont peur. Et donc, le sujet, c'est d'avoir encore du contact humain. C'est ce qu'on fait. On est aujourd'hui un des principaux services publics avec un réseau maillé dans énormément de communes de France. Alors on le fait via France Service, on le fait via nos propres services d'impôt des particuliers, mais la réalité, c'est qu'on a plusieurs milliers de points de contact physiques sur le territoire. Mais un réseau qui a aussi payé son dû à la réduction peut-être plus que beaucoup d'autres. Il a plus payé son dû que beaucoup d'autres. On a perdu énormément. On a réduit grosso modo de 2000 emplois par an sur les 20 dernières années, donc moins 40 000 emplois. Vous voyez ce que ça peut représenter. C'est énorme en termes de gains de productivité. C'est très lourd, c'est très dur, y compris pour les agents en termes de pression de productivité qu'ils ont à fournir. Là où, d'une certaine manière, on a essayé de combiner, justement, de résoudre le paradoxe, c'est de dire, au fond, j'ai pas besoin, pour faire du contact humain, d'avoir le même format de service d'impôt des particuliers qui fait à la fois de la gestion et du contact, etc., et de l'appel téléphonique. Donc je vais avoir des choses plus légères pour faire ce contact humain. Et du coup, ça peut être moins consommateur de moyens que d'organiser ça comme ça. Et donc, on a cherché à éclater au fond les fonctions qu'on avait en disant, OK, j'ai des fonctions de contact téléphonique avec des centres de contact, j'ai des fonctions de contact humain avec des accueils de proximité, j'ai des fonctions de gestion, j'ai des fonctions de conseil aux élus locaux qui vont être dédiées. Et cette restructuration profonde du réseau, qui pour le coup est toute récente, objectivement, les premiers signaux qu'on en a sont très positifs. Et quand on fait, y compris des sondages sortis de France Service avec tablette à chaud, je dirais on a des taux de satisfaction des usagers qui sont très élevés. Donc,
je dirais, on arrive à résoudre les contradictions. De même qu'on arrive à résoudre les contradictions sur recouvrer plus, mais en même temps faire droit à l'erreur. Et c'est là aussi, c'est d'une certaine manière, il faut un peu décortiquer la façon dont on gère l'impôt en se disant, au fond, toujours pareil, il y a 98% des Français qui ont envie d'être à jour. À la limite, ça les stresse l'impôt. Et donc, je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort. Hein. C'est bien qu'ils soient un peu stressés par l'impôt. Mais il faut qu'ils soient un peu stressés. Mais et c'est bien qu'ils aient envie, au fond, d'être en règle sur le paiement de leur contribution au financement des services publics collectifs, au financement de l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et des collectivités territoriales, parce qu'il y a aussi le financement des collectivités territoriales. Et donc, ce qu'on essaye de créer, c'est, et d'une certaine manière, y compris le contact aux usagers y aide, c'est faire en sorte que l'acte de payer ses impôts soit le plus simple possible. Ouais. Le prélèvement à la source, c'est ça. Ouais. C'est, d'une certaine manière, vous pouvez faire aujourd'hui de la déclaration automatique. Vous êtes prélevé automatiquement, c'est contemporain, ça suit vos revenus. Et du coup, je dirais, les gens se disent, ok, bah si c'est simple, je le fais et je ne me mets pas en tort. Et donc, si on aide les gens, et c'est vrai pour les entreprises aussi, à avoir une relation de confiance avec nous, d'une certaine manière, je dirais, on a traité 95, 98%, 99%, et après, on peut, pour le coup, se donner les outils. Le ministre a annoncé un nouveau plan fraude fiscale il y a quelques semaines de cela. Se donner des outils de plus en plus pointus pour aller chercher les vrais fraudeurs, les comportements totalement anormaux en matière de prix de transfert, les gens qui dissimulent dans des paradis fiscaux des comptes et où j'ai pas le moyen d'y accéder. Avec un arsenal qui s'est quand même considérablement étoffé ces dernières années. Un arsenal qui s'est considérablement étoffé et qui fait appel au fond aux mêmes logiques d'investigation. Le ministre a annoncé la création d'un service de renseignement fiscal. Depuis quelques années, on a fait entrer, alors ce qui était pour la DGFiP quelque chose terrible, fait entrer le juge pénal dans des affaires fiscales en disant il y a des comportements qui en réalité sont tellement anormaux du point de vue de la société qu'il faut aller les pénaliser et pas simplement reprendre avec quelques pénalités fiscales l'argent qui a été indûment soustrait. Non, c'est un comportement anormal. Et donc, cet arsenal-là d'investigation, avec derrière des officiers du fisc judiciaire, avec des pouvoirs d'investigation quasiment équivalents à ceux d'OPJ dans le champ qui est le leur, la capacité de faire des commissions rogatoires internationales quand on va aller chercher de l'information à l'étranger, etc. Ça, c'est des éléments, il me semble, qui d'ailleurs contribuent à ce que les gens, la très 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 large majorité des gens qui a juste envie, se disent « Ok, moi je fais bien mon truc, mais eux, à la DGFiP, ils font leur boulot d'aller chercher les méchants. Et plus, au fond, j'ai confiance dans leur capacité d'aller chercher les méchants, plus je suis prêt à payer mon dû. Et ça vaut, je pense, sur toutes les fiscalités, qu'elles soient de rendement ou incitatives. On se demandait le niveau d'acceptation et de consentement à la fiscalité environnementale. Je pense que ça joue aussi sur cette partie-là. Une nouveauté cette année, c'est la déclaration, mais là encore le délai est un peu plus loin, je crois, la déclaration relative au patrimoine immobilier, qui impose de renseigner des éléments très précis, surface des garages, des caves, des greniers. La démarche de l'administration fiscale s'appuie, vous l'avez dit, sur les technologies de pointe, avec, on l'a vu récemment, des dispositifs de détection des piscines par intelligence artificielle dans le cadre du programme Foncier Innovant. Donc la DGFiP amasse de nouvelles données. Elle est sans doute l'administration en France qui collecte et stocke le plus de données personnelles. Quelles sont les limites à cette collecte ? Existe-t-il des garde-fous ? Et comment on conjure la tentation de devenir Big Brother ? C'est tout à fait exact qu'on a énormément de données, y compris d'ailleurs pour des bénéfices qui peuvent être hors de la sphère fiscale. Je vais donner un exemple, on a des données sur le revenu fiscal de référence. Il se trouve qu'il y a plein de sujets, donc le niveau de revenu par foyer des gens. Il y a plein de sujets dans le domaine des prestations sociales, dans le domaine de livrets défiscalisés, etc., qui sont en réalité liés à un niveau de revenu. Et donc on a monté, par exemple, pour les banques,
pour leur permettre de vendre le livret d'épargne populaire, qui n'était pas assez connu, pas assez développé, et qui est un bel outil, je dirais, d'épargne en faveur des ménages les moins aisés. Eh bien, on leur a permis, on a fait une API, donc qui vient chercher de l'information chez nous, et elle la pousse. C'est un programme informatique qui permet de faire une interface, pour parler simplement, vers d'autres acteurs. Et donc nous, on a beaucoup d'API qu'on construit nous-mêmes, qu'on développe. On a même maintenant une fabrique à API pour passer à l'étape industrielle, je dirais, de fabrication de ces interfaces, pour aller chercher donner l'apprendre dans notre système d'information et dans nos bases de données, et la mettre à disposition, l'exposer au bénéfice d'acteurs définis. Il y a tout un protocole pour des acteurs. Si vous allez me demander l'API pour avoir le RFR de tous les gens de votre rue, je vous la donnerai pas parce que vous n'allez pas en connaître. Mais en revanche, si c'est dans le cadre d'un service public ou d'un produit, par exemple, d'épargne réglementée comme le livret d'épargne populaire, je peux le faire. Et donc, bien sûr, ça est encadré, il faut des textes, il faut la loi, etc., dans un certain nombre de cas. Et donc, on met à disposition ces données. Et effectivement, on a un champ majeur, à la fois de lien avec d'autres acteurs, mais d'exploitation des données. C'est ce qu'on est effectivement en train de faire, en ayant structuré, au fond, au sein de la DGFiP, toute une délégation à la transformation numérique. C'est plus de 200 personnes maintenant, avec les prestataires et les forces internes, et ça grossit encore, pour avoir un lac de données dans lequel toutes nos données sont structurées, référencées, identifiées. C'est très contrôlé, y compris par les autorités compétentes, la CNIL en particulier, ou le délégué à la protection des données du ministère de l'économie et des finances. Donc, ce sont des éléments importants. Je dirais, le risque aujourd'hui, y compris dans un cadre qui est quand même en France assez liant, objectivement, j'aimerais avoir plus de liberté que je n'en ai. Donc avant de devenir Big Brother, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Et d'une certaine manière, c'est aussi un élément de réassurance pour les Français sur le fait que je ne fais pas n'importe quoi de leurs données. On est extrêmement vigilant là-dessus, et au-delà d'être soumis à plein de contrôles, il y a plein d'acteurs qui veillent sur ce que je peux en faire. Et parfois, je me sens plus corseté, à vrai dire, que libre. Il y a un point, et c'est un point sur lequel, qui est un patrimoine objectivement considérable, c'est non seulement la confiance que je ne fais pas n'importe quoi, mais que par ailleurs des acteurs qui sont des acteurs nuisibles, hackers, etc., qui existent, puissances étrangères, voyous qui cherchent à extorquer de l'argent, n'ont pas accès aux données. Et donc le niveau de protection que j'offre, moi, sur les données que j'ai collectées auprès des Français, et que ce soit des données immobilières, ou que ce soit des données de revenus, ou que ce soit des données de paiement, on va passer à la facturation électronique dans quelques années, avec là aussi plein de données des entreprises sur les échanges inter-entreprises. Eh bien, il faut que, je dirais, il y ait une confiance sur le fait que je sois un vrai coffre-fort, bien costaud. Voilà, donc on a tout un arsenal, je dirais, de défense. C'est un domaine compliqué parce que, objectivement, ces sujets-là, ça bouge à toute vitesse. De même que l'intelligence artificielle, l'exploitation des données, la capacité de les traiter bougent aussi. Les sujets de cryptage, de capacité à freiner des intrusions, à les verrouiller, c'est des sujets. Et je pense que pour nous, ce capital de confiance-là, donc grosso modo, on vous donne nos données. Et on sait non seulement que vous n'allez pas en faire n'importe quoi, mais il y a éventuellement des policiers de la donnée qui vont aussi vous assurer. Mais par ailleurs, vous avez pris les mesures qui sécurisent et qui font que les données ne vont pas partir dans le décor, partir dans la nature, être exposées sur le dark web ou ailleurs. C'est un élément très important. Et c'est vraiment un sujet d'énorme attention de notre côté. Eh bien, merci Jérôme Fournel. Un dernier aspect qu'on aimerait évoquer avec vous, en tant que manager en dernier ressort, je dirais, de 100 000 agents. 100 000 agents avec une moyenne d'âge proche de 49 ans, des métiers changeants. Ça pose un contexte dans lequel on aimerait savoir comment on parvient à continuer d'attirer des talents et fidéliser aussi les agents qui sont déjà dans les murs de la DGFiP.
comment on embarque et on forme des agents expérimentés, par exemple, et souvent spécialisés vers de nouveaux métiers, et comment on leur apprend à utiliser de nouveaux outils. Et enfin, un peu une dernière question, quelles sont les qualités que vous identifiez pour bien manager à la DGFiP ? Il faudra que je fasse mon autocritique à la fin. Première chose sur on a effectivement d'énormes besoins de recrutement. Donc aujourd'hui, je recrute à peu près 5000 personnes par an. C'est à peu près mon volume de recrutement actuel chaque année. Et en réalité, j'ai besoin de... On a beaucoup parlé de fiscalité parce que c'était un peu le centre du sujet, mais à l'intérieur de la maison DGFiP, j'ai bien sûr des métiers RH, gestionnaire de moyens, des métiers immobiliers avec la direction de l'immobilier de l'État, j'ai des métiers de gestion comptable, j'ai des métiers de valorisation ou de vente aux enchères, j'ai des métiers de gestion des successions, des errances, j'ai des métiers... J'ai énormément de champs métiers, j'ai des gens qui versent les pensions de l'État, avec des sites internet liés. J'ai besoin énormément d'informaticiens. J'ai plus de 4000 informaticiens au sein de la maison. Donc, je dirais, j'ai des métiers, objectivement, dans plein de domaines. Et donc, un des premiers éléments, je dirais, c'est de se dire, au fond, il faut que je fasse visualiser à la fois la richesse et la diversité. Et quelqu'un qui entre à la DGFiP, c'est quelqu'un qui va pouvoir parcourir éventuellement et changer de métier, changer de fonction. Voilà. Toujours avec, c'est la deuxième condition, si je puis dire, qu'on met, avec un sens des valeurs du service public et une déontologie extrêmement forte. Pour nous, ça aussi, c'est des éléments fondamentaux. Je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, avoir des gens qui ont des missions qui sont clés, l'infrastructure financière, fiscale, de gestion publique de l'État, elle est absolument clé de toutes les évolutions. On a parlé tout à l'heure comment on se relie aux politiques, etc. Mais je dirais, il y a plein de choses où on est en réalité... c'est nous qui décidons de faire de la transparence. On a commencé à publier des informations, des études, des analyses sur la fiscalité, sur la situation comptable des collectivités, etc. Et donc, on a besoin de gens qui sont en fait assez créatifs, y compris pour adapter une maison qui bouge beaucoup. Donc, il faut des gens qui adaptent les outils, adaptent les moyens de communication avec les usagers et le sens, au fond, de cette relation avec les usagers. Après, c'est vrai que, y compris nos propres agents, mais y compris le directeur général des finances publiques, il n'a pas baigné dans l'IA depuis qu'il est tout petit. Donc, lui-même, on doit sans cesse réapprendre des choses. Ça veut dire quoi d'une certaine manière, de passer effectivement de logiques où il y a des agents qui avaient un process à des logiques où il y a l'algorithme qui fait 50% du process, mais du coup je repositionne des agents sur de la valeur ajoutée plus importante. Et comment je le fais ? Donc on a des programmes internes de formation, de développement de compétences, de passeport numérique pour faire en sorte que les agents ils montent en capacité. Vous dire que c'est simple ? Je ne le dirais pas parce que c'est objectivement extrêmement compliqué et que chaque individu, je dirais, il y a des ressorts propres sur ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas envie de faire, comment il se positionne, comment il est capable d'accepter ses évolutions, comment il les vit d'ailleurs, même à titre personnel dans son foyer. Je dirais, il y a des gens qui restent allergiques ou qui utilisent peu les outils numériques, il y en a d'autres qui ont basculé à titre personnel et donc qui sont plus prêts à les prendre, y compris à titre professionnel. Donc c'est une vraie stratégie de changement, de transformation pour essayer d'y arriver. Monsieur le directeur général des finances publiques, on avait prévu de parler 25 minutes ensemble. Et en fait, la conversation a duré 1 heure, mais c'est l'avantage du podcast, il n'y a personne après nous. Et on veut frustrer personne, mais je ne suis pas certain qu'on ne va pas continuer un petit peu à discuter ensemble. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Sophia. Merci beaucoup à vous. Merci. Salut Florian. Salut les gars. On est dans un lieu que t'aimes bien, je crois, aujourd'hui. Tout à fait. On est dans la salle de sport de l'INSP. On fait une partie de tennis de table avec Théodore. Le ping-pong, je crois que c'est plus qu'une passion pour toi, c'est aussi c'est un sport dans lequel tu es plutôt qualifié. Oui, ça fait 20 ans que j'en fais.
un niveau semi-professionnel, ce qui implique de s'entraîner à peu près 3-4 fois par semaine, et donc d'avoir une certaine discipline pour arriver à le conjuguer avec à la fois les contraintes ou l'intensité de la préparation à l'INSP et ensuite des cours dans cette école. C'est super exigeant, ça t'a peut-être aussi aidé, ça t'apporte quelque chose? C'est très exigeant, ça suppose d'arriver à conjuguer 2 rythmes qui sont parfois différents, d'avoir une discipline qui est forcément assez intense, à la fois d'équilibre de vie, de maintien en forme, d'entraînement avec des gens d'univers très variés, et d'avoir une disponibilité horaire aussi qui est assez forte. La scolarité, notamment l'année de stage à l'INSP, est souvent considérée comme très prenante en temps. Il me semble que ton stage territoire, tu l'as fait dans un territoire ultramarin, la Polynésie. Est-ce que tu as pu continuer ta pratique sportive sur ce territoire? J'ai réussi à continuer, et c'est vrai qu'en fait on a toujours tendance à considérer que dans un environnement professionnel, on n'a plus le temps de faire nos passions ou nos activités sportives. Et en fait je pense que c'est aussi une façon d'essayer de s'organiser au maximum. On peut toujours un peu trouver le temps. Et en Polynésie, j'ai réussi à trouver un club, à m'entraîner avec la fédération tahitienne de tennis de table, ce qui m'a aussi permis sur ce territoire que je ne connaissais pas du tout, de développer des amitiés très fortes et d'avoir des relations humaines incroyables. Ça t'a permis de t'intégrer dans le territoire, parce que c'est un vrai défi. Tu y es 7 mois. 7 mois, sur un territoire qui est quand même à peu près à 18 000 km de la France métropolitaine, qui est un archipel grand comme l'Europe. Ça, on n'en a pas toujours conscience quand on est depuis Paris et qu'on jette un regard un peu sur l'outre-mer. Donc un territoire absolument incroyable, et cette porte d'entrée par le sport a été totalement bénéfique pour moi. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités des politiques publiques là-bas et notamment nous parler de la notion de dernier kilomètre qui est souvent évoquée par les pouvoirs publics? Oui, tout à fait. C'est vrai que parfois on a du mal à appréhender les enjeux de l'outre-mer qui paraissent lointains. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Polynésie, déjà, c'est un territoire qui est autonome. C'est-à-dire qu'il y a un champ de compétences où le gouvernement de Polynésie a des prérogatives que n'a pas le gouvernement français. Et donc il y a un lien entre le représentant de l'État en Polynésie, qui est le haut commissaire de la République en Polynésie française, et le gouvernement de Polynésie, ce qui suppose un certain nombre d'actions en commun. Et la spécificité de ce territoire, c'est qu'il est donc grand comme l'Europe. Et donc il faut arriver à imaginer les pouvoirs publics, la manière dont ils se mettent en œuvre là-bas, n'est pas toujours évidente. On a beaucoup parlé, après les Gilets jaunes, du fait d'aller vers les populations, d'aller à proximité des concitoyens, d'arriver à valoriser l'action des pouvoirs publics, qui sont parfois difficiles à percevoir. Et cette notion d'aller vers les gens, elle est d'autant plus forte en Polynésie. Quand on a quelqu'un qui est malade dans l'archipel des Marquises, qui est un des 5 archipels de Polynésie, ça suppose d'envoyer un avion aux îles Marquises. C'est comme si on était à Paris, il fallait aller en Finlande. Donc tout ça, en termes d'organisation des pouvoirs publics, c'est quand même extrêmement spécifique. Un autre exemple sur cette proximité qu'on recherche avec les citoyens français, on a ce qu'on appelle un juge forain en Polynésie, qui fait le tour des îles et qui va dans certaines îles où en fait il n'y a pas forcément d'aéroport, où ça nécessite des moyens militaires pour s'y rendre. Et ça, ce juge va rendre un certain nombre de jugements, va trancher des problématiques foncières, des problématiques de divorce, et il vient une fois par an, tous les 3 ans, dans certaines îles. Donc il est très attendu. Et donc ça, c'est un besoin de proximité de l'État qui s'exprime au plus fort. Et alors toi, quand tu es arrivé, c'est-à-dire en mai, l'élection présidentielle venait d'avoir lieu et il a fallu organiser les élections législatives. Tout à fait, donc on a organisé cela. Les élections législatives sont un événement très fort de la vie politique en Polynésie, comme ailleurs en France. Et elles ont donné lieu à une victoire dans les 3 circonscriptions de Polynésie à 3 députés indépendantistes, ce qui était une première, et ce qui rend parfois plus compliqué le développement de l'action publique en Polynésie. Aujourd'hui, on a d'ailleurs cette semaine en Polynésie des élections territoriales. Donc le gouvernement de Polynésie va être élu, et donc le président à la tête également, ce qui va peut-être renouveler également le jeu politique là-bas. Donc ça c'est intéressant parce qu'il faut savoir que la Polynésie est placée au cœur de la stratégie Indo-Pacifique du président de la République, qu'il a déclinée depuis 2018, avec, on le voit aujourd'hui, une montée en puissance de la Chine, à la fois dans le Pacifique Sud, au niveau de Taïwan et du Japon et des Philippines bien sûr, mais également plus loin, au niveau du corridor presque de sécurité australien, et qui s'exprime aussi dans nos territoires, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie.
Et donc ça, c'était aussi une opportunité pendant ce stage de voir cette stratégie Indo-Pacifique, comment elle s'exprime, quels sont ses vecteurs. On a un certain nombre de bases militaires en Polynésie, qui sont un héritage des essais nucléaires d'il y a quelques années. Et donc c'était vraiment une problématique totalement fascinante pour moi. Toi, tu arrives, tu es à 18 000 kilomètres de la métropole, avec des enjeux aussi lourds que ceux que tu viens de décrire. Qu'est-ce que c'est ta valeur ajoutée? Comment tu te positionnes? Déjà, le stagiaire INSP, c'est un œil neuf. Donc il va essayer de regarder des problématiques qui ne sont pas forcément, qu'on ne voit pas directement quand on travaille tous les jours sur ces sujets. Parfois, quand on est dans son travail, sur un territoire, on est habitué. Et donc la vraie nouveauté, c'est de percevoir quelque chose qu'on voit tous les jours, mais sous un œil neuf. Donc ça, c'est un peu la valeur ajoutée de mes camarades et de moi-même, c'est d'arriver avec un vent de nouveauté. Ensuite, la grande spécificité aussi, je pense, de notre formation, c'est qu'elle est assez généraliste. Donc on peut arriver dans nos stages à travailler sur différentes problématiques ou à chercher à se positionner. Une problématique très importante en Polynésie, c'est les conséquences et la gestion des conséquences des essais nucléaires, donc qui ont eu lieu entre 1966 et 1996, donc une temporalité quand même très longue. Et aujourd'hui, on a encore des conséquences. Et le président de la République, par exemple, a monté une mission qui s'appelle la mission nucléaire, qui est gérée par le haut-commissaire de la République en Polynésie, et qui a pour but d'aller dans les îles les plus lointaines, notamment celles qui ont été touchées par les essais, au niveau de l'archipel qu'on appelle l'archipel des Gambiers, et d'essayer de faire en sorte que les personnes qui ont droit à une indemnisation soient en capacité de le faire. C'est-à-dire qu'on a une équipe de personnes qui parlent le tahitien ou même le mangarévien, qui est une langue locale là-bas. On les aide à remplir les formulaires de demande d'indemnisation qui sont créés par la loi qu'on appelle la loi Civen pour faciliter un peu ces démarches administratives. Et ça, c'est quelque chose de très innovant, parce qu'il faut quand même avoir en tête que dans ces territoires, l'accès à Internet est parfois compliqué, la barrière de la langue peut être présente, et donc cette démarche de facilitation a porté déjà ses fruits. On a davantage de personnes qui ont été indemnisées. Tu es aussi passionné, je crois, de questions internationales, de relations internationales. Est-ce que le fait d'être à ce moment-là dans l'Indo-Pacifique, sur un territoire dans lequel la Chine essaie de déployer son influence, c'était pas particulièrement stimulant? Enfin, j'imagine que c'était particulièrement stimulant. C'était vraiment un vœu de ma part, un choix très fort. Quand on observe un peu au niveau géopolitique ce qui se développe dans la région, effectivement, c'est là un peu où tout se passe. On a les îles Salomon qui viennent de signer un accord de sécurité avec la Chine, qui autorise la Chine à déployer des forces de sécurité sur ce territoire. C'est un territoire qui est quand même très proche de l'Australie. En réponse à cela, l'Australie, les États-Unis et aussi la Nouvelle-Zélande ont développé une stratégie pour aller davantage aussi vers les pays du Pacifique. La ministre des Affaires étrangères australienne, Madame Penny Wong, qui est quand même la numéro 2 du gouvernement, a été dans les différentes îles qu'on ne connaît pas forcément très bien, de très loin, mais qui sont quand même importantes. Niue, Kiribati, Fidji, et en partie la Polynésie, où on l'a reçue. Et la Chine déploie des stratégies plus offensives dans ces territoires. On a un rapport de l'IRSEM de 2021, qui est l'institut de recherche qui est lié à l'école de guerre, qui a essayé de montrer un petit peu toutes ces stratégies un peu d'influence chinoise dans cette région, et qui sont importantes, et qui sont importantes de voir aussi. Et moi, c'était vraiment ma volonté de le faire. Tu as parlé de ton intégration dans le territoire, de la rencontre des gens que tu as fait. Tu as l'impression que les gens qui vivent en Polynésie sentent cette influence, comment ils la voient? Ils en ont conscience, au niveau notamment de ce qu'on appelle les ressources halieutiques. La Polynésie est donc une zone économique exclusive extrêmement grande, elle représente à peu près 50% de la zone économique exclusive de la France. Et dans cette zone, on a une attention très forte qui est donnée à la ressource de la mer, aux poissons. Zone exclusive qui est la plus grande du monde. Qui est la deuxième plus grande du monde après les États-Unis. Et l'insistance sur la protection de cette ressource halieutique est très forte chez les Polynésiens. Tu peux nous définir halieutique? Oui, c'est les ressources de la mer, de manière très générale. Et en Polynésie, on a ce qu'on appelle le rawi, qui est une tradition ancestrale de protection des ressources de la mer, un peu sous la forme d'une jachère, où on va mettre des zones et des aires protégées pendant un certain temps qu'on ne va pas toucher. Et on perçoit très bien l'enjeu derrière tout ça, qui est qu'on ne voudrait pas qu'un certain nombre de pays viennent prendre une capture halieutique dans ces lieux. Aucun navire qui bat pavillon autre que celui de la Polynésie française n'est autorisé à venir pêcher dans les eaux. Et la France, à ce titre, exerce une protection de cette zone, notamment avec des bâtiments militaires, avec une surveillance satellite. Et on s'aperçoit très bien, par exemple, que les bateaux d'un certain nombre de pays s'arrêtent aux frontières de la ZEE. Est-ce que tu as un conseil à donner, un conseil là, un peu plus culturel ou touristique quant à l'intérêt de la Polynésie? Alors, ce qui va être vraiment difficile, c'est d'en choisir. C'est-à-dire que la culture de la Polynésie est vraiment incroyable, très très riche. D'ailleurs, on l'aperçoit en termes
de langue. On entend très souvent les Polynésiens dire « nous », qui est un vocable qu'on entend peut-être un peu moins ailleurs. Et si j'avais un conseil à donner, ça serait d'aller voir le festival du Heiva, qui a lieu en juillet, et qui est un festival de danse et de chant, et qui est extrêmement intéressant, extrêmement beau, et extrêmement touchant. Florian, on a parlé de ton parcours, on a parlé de tes stages, on a parlé de ta passion pour le ping-pong, et tout ça, comment tu l'insères ensuite dans la suite de ta route, de ton parcours pro, c'est-à-dire où est-ce que tu te vois après l'INSP? Disons que j'ai choisi la Polynésie, c'était pas totalement par hasard, et moi j'avais vraiment la volonté d'avoir une première expérience dans cette zone du monde. C'est pas toujours fréquent de le faire, avec l'idée derrière d'essayer de retourner ou d'aller au ministère des Affaires étrangères. On sait que l'Indo-Pacifique va devenir vraiment une dimension primordiale de ce ministère, et avoir déjà un peu un premier aperçu de cette zone, une première connaissance, pour moi c'était primordial. Donc arriver à y retourner, à aller là-bas, je serais extrêmement content. Ministère des Finances également, dont je viens, je suis issu du concours interne, c'est-à-dire que j'ai déjà une expérience à ce titre, ce serait fascinant. Je vais vous donner un autre exemple. En Polynésie, on a travaillé sur un fonds qui vient en soutien aux énergies renouvelables. L'énergie est une compétence du gouvernement de la Polynésie. Et donc on aide à ce titre financièrement le gouvernement à déployer un certain nombre de solutions dans des atolls où on n'a pas de réseau électrique, où la seule ressource est parfois le soleil. On a dû écrire un petit peu la mise en place de ce fonds, donc une dimension très économique et financière. Donc ça m'a pas mal plu aussi. Donc aller dans les ministères qui y sont dédiés, ça serait vraiment super chouette. Super, merci beaucoup Flo. Bah de rien. Bon, on finit ce match. Aïe, pas loin.